Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde. Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Ravie de vous retrouver ce mois-ci pour vous faire découvrir le témoignage d'un personnage haut en couleur. Philippe Baye est un athlète paralympique de basket en fauteuil à la retraite. Dans notre conversation, nous revenons sur les hauts et les bas de sa longue carrière de joueur de haut niveau, mais j'ai aussi essayé de comprendre un peu les rouages de ce milieu et à quelques mois des Jeux paralympiques, de savoir comment ça se passe quand on vit tout ça de l'intérieur. Enfin, nous avons évoqué l'écriture de son livre, En roue libre, qu'il a écrit en collaboration avec Olivier Crétel, et surtout l'impact positif qu'il a eu sur sa vie et son entourage. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Philippe Baye. Bonjour Philippe Baye, je suis ravie de t'accueillir sur Pépin Podcast. J'ai une mission aujourd'hui, c'est te réconcilier avec les Toulousains, puisque j'ai lu dans ton livre biographique en roue libre, que ton petit séjour à Toulouse ne s'est a priori pas super bien passé. Je me trompe ? Non, ça c'est... Bon, au départ, c'était bien, quoi. Hein. Et le fait de faire revenir des anciens joueurs de Toulouse, les joueurs à laquelle où je jouais dans le club ont changé de comportement vis-à-vis de moi, quoi. Donc ça pue. C'est pas un super bon souvenir. C'est pas un super bon souvenir, non. Surtout le côté des toilettes. Comment ça ? Ouais, c'est quoi de côté des toilettes ? Parce que au restaurant, ils ont tous mangé ensemble, et puis je me suis retrouvé avec ma femme juste sur une table à côté des toilettes. Ouais. Oui, tu t'es senti exclu. Ouais, énormément. Ouais. Du coup, j'ai une première question concernant ta biographie. Quelle a été ta réaction quand le journaliste Olivier Crétel t'a contacté pour te proposer ce projet ? Parce que je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Et est-ce que tu avais déjà eu l'idée avant d'écrire un livre ? Ouais, écrire un livre, ça m'a toujours trotté. Et le fait qu'Olivier me contacte déjà pour un magazine à Vieux-Condé, je ne sais pas si tu sais comment ça s'est passé. Il recherchait des sportifs de haut niveau qui sont nés à Vieux-Condé. Donc c'était dans mon cas, quoi. Donc il était étonné qu'on ne parlait pas beaucoup du handisport. Et après, il m'a recontacté une dizaine de jours après, en me demandant que lui, il était intéressé pour faire un livre sur ma carrière, sur ma vie, tout ça, quoi. Et donc, j'ai quand même, j'ai dit, écoute, faut que je réfléchisse, tout ça, à ce que je vais dire quand même. Et puis, de moi-même, seul, et je me suis dit, tiens, c'est quand même un bon moyen d'exprimer ce que je n'ai jamais osé exprimer à mes parents, à ma famille, tout ça, quoi. Et donc, une dizaine de jours après, je l'ai recontacté, j'ai dit, ouais, je suis partant. Et vous avez mis combien de temps pour... 17 mois. 17 mois. Donc, le livre est sorti en décembre 2023, c'est ça ? Le 1er décembre 2023. Hein. Ok. Mais on a commencé j'étais à la retraite... le mois de juin, le 1er juin 2021. Donc, on a commencé peu de temps après ma retraite, quoi. Ah oui, c'est un travail à plein temps d'écrire. Ouais, ça a été des heures au téléphone, des heures en visio. Il est venu ici pendant une semaine, je suis allé là-bas. Ah ouais, non, mais ça a été une expérience extraordinaire. Parce que le fait de raconter un peu ma vie, ça fait comme un peu une thérapie, j'imagine. Ça, exactement. D'ailleurs, je l'appelle mon psychologue. Olivier, il a réussi à me faire sortir des trucs que jamais j'ai osé dire, quoi. Ok, si tu veux, avant de continuer, j'aimerais bien te laisser te présenter. Mais j'aimerais savoir qui es-tu, Philippe Baye ? Alors, c'est simple. Je m'appelle Philippe Baye. Je suis issu d'une famille de 7 enfants. Je suis le 3e. Mes parents sont décédés. Les 2 parents sont décédés. Et voilà, je me suis marié une première fois, divorcé. Je me suis remarié. J'ai 3 magnifiques enfants. Et maintenant, j'essaie de donner
le plus de mon temps à mes enfants. Et au niveau professionnel et loisirs loisirs je suis à la retraite depuis le 1er juin 2021. Et en loisirs, j'adore la pêche. Hein. J'aime la pétanque. Je joue à la pétanque à un bon niveau, quoi. Et avant, j'étais chasseur. Mais je ne suis pas un bon chasseur. Parce que quand j'ai eu les bêtes en face du fusil, je n'ai pas pu tirer. J'avais trop mal au cœur. Alors, j'ai revendu tous mes fusils. J'étais garde-chasse aussi. Hein. Et donc, j'ai tout arrêté. Tout ce qui est chasse, j'ai arrêté. Oui, c'est bien pour se balader et rencontrer les copains, mais finalement, après, pour... Non, mais je me suis fait engueuler parce que je tirais pas certaines bêtes, tout ça, quoi. Et moi, j'ai eu l'occasion de tuer un cerf. Et je suis honnête, hein, quand j'ai vu le cerf mort, j'avais envie de chialer, quoi. Je me suis dit, merde, t'as pas le droit d'enlever une vie comme ça, quoi. Moi, je regarde la petite maison de la prairie, il faut que je sois seul, hein. Ah ouais, mais je suis un gros nounours, mais avec un cœur hyper sensible, quoi. Mais par contre, on m'a dit que tu as une grande carrière de... Comment on dit d'ailleurs? Handi basket ou basket en fauteuil? Handi basket. Moi, je préfère handi basket parce que quand on dit basket en fauteuil, ça fait handicapé. Et moi, je me sens pas handicapé. Moi, j'ai fait de l'handi basket pour préciser. Hein, que c'est pas du basket valide, quoi, mais j'ai joué aussi au basket valide. Et oui, le basket handisport m'a apporté énormément. Hein. Pour moi, c'était un peu ma drogue, quoi. Hein. Il y en a, c'est autre chose. Moi, c'était le basket. J'avais hâte de finir mon travail pour aller m'entraîner. Hein. En plus, je faisais à Bordeaux, là, je faisais des journées. Je commençais à 6h du matin. Je partais de chez moi à 6h du matin. Et je sortais du travail à 17h15. J'attendais devant le gymnase jusqu'à 19h. Je prenais mon entraînement jusqu'à 22h, la douche, et je rentrais, il était minuit, quoi. Et je recommençais le lendemain, quoi. Oui, en effet, ça fait des grosses journées. Bon, merci pour cette petite présentation. Et petite question bonus, est-ce que tu es de la même famille que Nathalie Baye? Non, pas du tout. J'aurais bien aimé. J'aurais eu un peu plus de pognon pour pouvoir offrir plus aux associations. Ok, bon voilà, ma curiosité est satisfaite. Afin d'encore mieux te connaître, j'ai préparé quelques questions brise-glace. Est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 1 et 5 au hasard? 1 et 5, je vais dire le 5. Le 5. Alors la question 5, c'est qu'est-ce qui te rend heureux? Mes enfants. Voilà, mes enfants, rien à rajouter. Ah ouais, non, il n'y a rien à rajouter, mes enfants. Après, j'ai vécu une superbe vie, quoi, quand même, malgré tous les déboires qui me sont arrivés, quoi. Hein. Après, j'ai fait ma vie, quoi. Mais mes enfants prennent une importance, et ma petite fille aussi. Ah ouais, parce que je suis papy pour la première fois d'Alix. Je me suis pas trompé de prénom. Et j'ai hâte là de partir au mois d'avril pour la voir, quoi. Très bien. Avant de poursuivre, j'aimerais revenir brièvement sur ton enfance. Est-ce que tu peux me raconter le moment où tu as pris conscience, donc tu as, je sais pas si on peut dire un petit, un gros, un handicap à une jambe. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as pris conscience de ta différence, de cette différence? Mais je l'ai pris assez tôt quand même, hein, parce que comme j'étais bourlingué dans les hôpitaux, hein, et dans les sanatoriums, donc je me suis aperçu que j'étais un peu différent des autres, quoi. Je pouvais pas faire tout ce que les autres faisaient, surtout mes frangins. Quand je voyais mes frangins aller à la piscine, sauter, virevolter dans le bassin, et que moi je les regardais, je savais pas nager et tout ça. Mais moi après, j'ai appris, et puis j'ai été meilleur nageur qu'eux. Mais il y a des choses que je pouvais pas faire, quoi. Hein. Oui, donc aussi loin que tu te souviens, tu as toujours su que tu avais des différences avec tes frères et sœurs. J'avais une différence, ouais, tout à fait. Hein, j'avais une différence, que je ne pourrais pas courir le 100 mètres en 15 secondes, que je ne pourrais pas faire du cyclisme. Tout ce qui a rapport à les sports de glisse, c'est pas à peine d'y penser, quoi. Hein. Oui, en fait, pour que les gens qui ne te connaissent pas comprennent, qu'est-ce que tu as au niveau de cette jambe? C'est la jambe gauche, c'est ça? C'est la jambe gauche, et j'ai un syndrome de Klippel-Trenaunay. Hein, et une fissure de ligaturée. C'est une artério-veineuse. En fin de compte, c'est les artères. Problèmes vasculaires. Ouais, problèmes vasculaires, voilà. Exactement. Et du coup, c'est douloureux. C'est quoi au quotidien, en fait, mais c'est douloureux. Je vais pas dire que c'est douloureux. Hein. Je suis tellement habitué à ce handicap
que pour moi, la douleur, elle reste toujours la même douleur, quoi. Hein, à part quand je force un peu dessus, tout ça, je sens un peu vite la fatigue. Je peux pas marcher trop longtemps. Hein, mais bon, si je sens la gêne, je sens une gêne, quoi. Hein. Mais pourquoi les sports de glisse, c'est pas possible du coup? Ouais, parce que je peux pas tenir sur ma jambe gauche. D'accord. J'ai pas de. Même quand je faisais du basket en fauteuil, hein, je ne pouvais pas mettre le pied gauche et m'appuyer dessus pour shooter. Je n'arrivais pas. Je pouvais pas, j'ai pas de force dessus. D'accord. Hein, Ok. s'il faut donner un coup de pied dans un ballon de foot, le ballon de foot, il va faire 10 cm. Ah oui, carrément. Ah ouais, non, mais je peux pas, j'ai aucune force. Par contre, j'ai une autoprotection du genou. Hein, si quelqu'un est à ma gauche, je vais avoir tout de suite une protection et ou je vais l'écarter ou je vais me mettre ailleurs, quoi. Parce qu'elle est très sensible. Hypersensible. Elle est hypersensible. Et donc, pour continuer, quand est-ce que tu as découvert le handi basket? Tu es tombé dedans? Alors, j'ai découvert le handi basket assez tôt. J'avais 16 ans. Hein, parce que bon, je jouais un peu en valide, tout ça, mais c'était hyper dur pour moi. Courir, ça ne devenait pas possible. Et puis j'ai vu, en m'entraînant en valide, qu'il y avait un club à Valenciennes qui s'appelait, le club valide s'appelait le Ronel, et il y avait un club handisport qui était géré par Philippe Bozio. Et je m'y suis mis dedans tout de suite, quoi. Donc ils m'ont fourni un fauteuil. J'ai fabriqué mon premier fauteuil. Il ne faut pas le dire, j'ai piqué des roues de caddie de magasin. Mais comment ça? Les roues avant, c'est des parce que petites tu roues. es soudeur. Ouais, voilà. Du coup, je suis métallier. Métallier. C'est Ouais. quoi la différence entre métallier et soudeur, du coup? Soudeur, il va faire que de la soudure. Bon, j'ai mes licences de soudure, mais métallier, il va faire des portails, des portes, des baies vitrées, tout ça. Hein, il travaille la ferraille et il la D'accord. soude, quoi. Et du coup, tu as pris des roues de chariot Ouais, pour et faire la mon chaise, premier fauteuil. le fauteuil, Il y avait c'était un cadre, et il n'y avait pas les petits trous devant, tout ça. Donc, j'ai pris des petits trous de caddie. Ça a été mon premier fauteuil et je me suis mis vite dedans. Le plus dur pour moi, c'était l'adaptation du fauteuil. Ben oui, j'allais te dire, Voilà. en fait, parce que toi, au quotidien, tu te déplaces en marchant. Ouais. Même si tu l'as dit, tu peux pas marcher très longtemps. Tu marches au quotidien, donc comment tu as fait pour t'adapter Le travail, beaucoup de travail. Et puis, en plus, quand j'étais à Valenciennes, moi j'habitais dans le centre de Valenciennes, et le stade du Hainaut, je crois qu'il est à 7-8 km de là où j'habitais. Hein, et j'y allais en fauteuil, tout ça. Et puis j'allais en avance, et puis je m'entraînais tout seul, quoi. J'essayais d'acquérir la maniabilisation. J'arrivais pas à le dire. Alors, il y a Le maniement du fauteuil, voilà, ça sera plus simple. Hein, et c'est un travail de longue haleine, quoi. Faire des pivots, faire des freinages, rouler en marche arrière, repartir en marche avant, c'est ce qu'on appelle du fractionné, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer les règles principales de l'handi basket? Alors, c'est les mêmes règles que le valide. Hein, vous avez un cylindre à pas dépasser pour les fautes. Hein. Il n'y a qu'une chose qui change dans le règlement, c'est qu'il n'y a pas de reprise de dribble. Hein. C'est-à-dire qu'on peut faire 2 dribbles et donner 2 poussées de roue et redribbler. Par contre, le marché, il existe, c'est 3 coups de roue au lieu de 3 pas. Hein, on a le droit à 2 poussées plus un pivot. Oula, ça y est, je suis déjà perdue. Voilà. C'est-à-dire 2 poussées de roue, c'est-à-dire on pousse 2 fois pour faire avancer le fauteuil. Pas plus. Pas plus, on n'a pas le droit. Si on en fait un 3e, c'est un marché. Donc il faut à chaque fois faire rebondir le ballon. Voilà, il faut redribbler. Et la hauteur des paniers? C'est pareil, c'est 3,05 m. Le ballon, c'est un taille 7 qui fait 600 grammes. Hein, c'est pareil aussi? C'est pareil. C'est exactement... ouais. Et les tirs à 3 points sont à la même distance. Et le nombre de joueurs? C'est pareil, c'est combien? 5. Dans une équipe, on est 12, mais c'est 5 joueurs. Mais pour nous, c'est un peu plus compliqué que le valide. Parce que
les joueurs sont classés selon leur handicap. Oui. Donc moi j'avais mes abdos, tout ça, donc j'étais classé 4,5. Après, vous avez des 4, vous avez des 3,5, des 3, des 2,5, des 2, des 1. Et plus on va vers 0, plus le handicap est lourd, c'est Voilà, ça? c'est ça. Enfin, c'est-à-dire le 1 point, quoi. Le 1 point, c'est, C'est 1. voilà, c'est un paraplégique qui est atteint très haut, quoi. Hein. D'accord. Voilà, donc, et la totalité des points dans l'ensemble des 5 joueurs ne doit pas excéder 14 points et demi. Alors, sur les 5 joueurs, vous ne devez pas dépasser 14 points et demi. D'accord. D'où la difficulté pour les entraîneurs de faire des changements parce qu'il faut qu'ils calculent le nombre de points. En valide, lui, il va pas bien, on fait rentrer n'importe qui, quoi. On peut, quand je dis n'importe qui, je veux dire, on peut faire. Oui, il n'y a pas cette contrainte supplémentaire. Voilà, il n'y a pas de contrainte spéciale pour faire rentrer un joueur, quoi. Et est-ce qu'on peut faire des matchs contre des équipes qui ont plus de points que nous ou pas? Ah non, c'est impossible, c'est interdit. C'est interdit, Donc, il y a un règlement, les arbitres. À 14,5. Ah, tout le monde. Voilà, toutes les équipes doivent jouer à 14 points et demi sur le terrain. Ni moins, ça serait bête de le faire. Ils peuvent jouer moins. Hein. Mais ça serait un peu bête de le faire. S'ils ont 5 points, 5 joueurs qui sont classés à 1 point, ça fait que 5 points. Hein. Mais bon, ils ne le feront pas parce que oui. il faut c'est des pas joueurs. Au niveau stratégie, c'est pas. Voilà, non, mais en plus, vous avez des cartes de classification qui déterminent votre handicap et le nombre de points que vous avez par rapport à votre handicap. Donc c'est quand même il y a cette contrainte, cette contrainte qui est faite aussi pour que les choses soient équitables, j'imagine. Et en plus, il y a une histoire de poste, non? Oui, alors. Donc il faut avoir des joueurs où tout le monde est polyvalent. Non, il y a le système des postes comme en valide. Hein. Comme moi, j'étais un ailier fort. Je n'étais pas le genre de joueur à jouer à l'intérieur. Enfin, c'était rare, ça m'arrivait, mais c'était très rare. Moi, ma spécialité, c'était le tir à distance, quoi. Et à l'aile gauche, surtout à l'aile gauche. Et pour les tirs à 3 points, j'aimais bien en face. Et j'étais relativement adroit. Après, vous avez les plus petits qui vont être meneurs ou qui vont être ailiers. Voilà, chacun. Après, vous avez des intérieurs. L'intérieur, il va essentiellement jouer à l'intérieur et faire les rebonds. Ok, mais il y a assez de joueurs en France pour, par exemple, un sélectionneur pour l'équipe de France, il arrive à trouver le joueur, le bon poste et le bon, comment ça s'appelle, la bonne classe. Ah oui, mais il y a pas mal d'équipes. Hein. Rien qu'en National 1A, il y a, cette année, malheureusement, Bordeaux a dû décliner le championnat parce que manque de joueurs, parce que la plupart sont partis à l'étranger, tout ça. Et il y a 9 équipes. Pourquoi ils sont partis à l'étranger ? Je pense que c'est pour l'argent. Parce que Bordeaux n'est pas trop aidé par la ville. Ils sont plutôt culture, les fleurs, enfin voilà quoi, l'art, mais pas pour le sport. Enfin, pas pour le sport handi. Oui. Plutôt pour le Bordeaux-Bègles, le rugby, le foot, ça c'est bon. Il y a plus de publicité, il y a une image de marque par rapport à la ville, et je pense que c'est dû à ça, quoi, que les Girondins des Léopards de Guyenne ne sont pas trop aidés, quoi. Avant de poursuivre, j'aimerais faire un petit résumé de ton palmarès. Alors peut-être que je vais me tromper, mais c'est en gros. Parce que là, et c'est vraiment un petit résumé. Mais en gros, tu as été sélectionné 176 fois en compétition pour l'équipe de France. Oui. Tu as participé 5 fois à des Jeux paralympiques. Oui. Et lors de ces 5 participations, tu es revenu, ton équipe et toi-même, du coup, tu es revenu avec 1 médaille d'or et 2 médailles de bronze. Tout à fait. En championnat du monde, 1 médaille d'argent. Oui. En championnat d'Europe, 3 médailles d'or et 1 médaille de bronze. Donc tout ça, c'est avec l'équipe de France. Ouais. Et après, en club, je m'y connais pas du tout, mais j'ai vu Coupe d'Europe, 3 médailles d'or, c'est ça ? Oui, c'est la Coupe d'Europe des clubs champions. Ok. C'est la plus grosse Coupe d'Europe qu'il y a. Ok, bon, 3 médailles d'or, 4 médailles d'argent, 3 médailles de bronze. Et enfin, je m'arrête là après. En championnat de France, 14 titres de champion de France, 1 titre de vice-champion et 3 troisième places. Ouais. Je m'arrête là parce qu'après, il y a tous les Coupes de France. Voilà. Mais en fait, la transition que je voulais faire, c'est que dire ton palmarès, donc déjà, respect. Hein. Ouais, moi, je serais un des plus titrés en Europe. Ah oui, carrément. Ouais.
Bon, ben, enchanté, Ah Philippe ouais. Baye. Il y a des trucs que je ne savais même pas que c'est Jean-Claude Boucher qui m'a appris. Hein. Que je détenais le record de points mis en un match international aux Paralympiques. Je détenais le record de nombre de points marqués sur l'ensemble des Paralympiques. Et c'est des choses qui m'a appris que je ne savais pas. Quoi. Et du coup, malgré ton palmarès et ton investissement, donc durant quoi, 40 ans, 30 ans 40 ans. Hein. 40 ans dans ce sport, tu n'as jamais été un joueur professionnel, Non. mais amateur. Est-ce que on peut aborder ce sujet et m'expliquer pourquoi, en fait, et quelle est la différence entre professionnel et amateur? Alors, ouais, j'ai jamais été professionnel, hein, parce que déjà, pour être professionnel, il fallait partir à l'étranger. Et comme moi, j'avais un travail, ça m'obligeait à interrompre mon travail. Donc, pour ma retraite, alors, ou retarder ma retraite, ou payer les points que je n'avais pas à cotiser. Et ouais, mais j'aime la France, moi. Hein. J'ai toujours joué dans les clubs français. Et pourtant, Dieu sait que les Espagnols de la Once Madrid m'ont contacté des dizaines de fois. La Santa Lucia aussi, parce que j'ai des amis hein, qui entraînent, qui sont entraîneurs de l'équipe nationale, comme Carlo Di Quisto. Hein, qui est un ancien pivot italien. J'ai joué contre lui. Hein, j'ai joué contre lui en tant qu'entraîneur, lui. Hein, donc, mais j'ai jamais voulu. Je sais pas, j'ai peut-être un petit regret. Ouais, j'aurais aimé vivre l'expérience étrangère. Mais en fait, c'est quoi le souci en France pourquoi, quand on est athlète de haut niveau handisport, on peut pas être professionnel? Bah déjà, c'est pas reconnu au niveau de la FFH, quoi. Hein. On n'est pas reconnu professionnel. Hein. C'est quoi la FFH? C'est la Fédération française handisport. Et vous avez des clubs où ils rémunèrent leurs joueurs, mais ce sont des frais de déplacement. Hein. Donc, mais il y a quoi? Il y a 4 clubs, 5 clubs en France qui peuvent se le permettre parce qu'ils ont les budgets pour. Après, bon, les petits clubs, c'est très difficile. Je vais vous raconter une petite anecdote. Hein. Moi, ils avaient accepté 10 étrangers dans une équipe. Moi, j'ai toujours dit que c'est la mort du basket handi en France, quoi. Et donc, il y a le club de Saint-Avold, hein, mais qui avait fait venir que des étrangers dans son équipe. Ah, ils ont été champions de France, hein, mais une année. L'année d'après, il n'y avait plus de club. Parce que financièrement, c'était impossible. Hein, de pouvoir continuer à payer les joueurs. Quoi. Et puis faire travailler les joueurs étrangers. Vous avez des jeunes, hein, des jeunes français qui sont obligés de partir, de ne pas jouer, ou alors ils partent à l'étranger quoi, hein, maintenant. Parce qu'à l'étranger, nous, on avait à Bordeaux, on avait le petit jeune Trébuchet qui était super bon. Quoi, hein. On avait Lucas qui était super bon. Lucas est parti au Canet parce que le Canet avait les moyens de lui payer des frais de déplacement, tout ça, hein, que Bordeaux ne pouvait pas. Et Trébuchet, il est parti à l'étranger parce qu'à l'étranger, oui, on paye les joueurs. Et ils s'entraînent tous les jours. Voilà. Et du coup, en France, il y a dans le handi-basket, tous les joueurs travaillent forcément à côté? La plupart. Il y en a, moi, il y a, je sais pas, je vais dire qu'il y a 60% de pensionnés. Et après, vous avez 40% qui travaillent. Quoi, hein. Mais il n'y en a aucun qui vit à 100% du sport. Ah non, quoi. il n'y en a aucun qui vit du basket. Hein. C'est impossible. Hein. De toute façon, je vois pas comment ils pourraient faire. Hein. Si, il y a certains joueurs qui sont allés à Galatasaray, je vais citer le nom de Sofiane, un super grand joueur, hein, et parce que il valait cet argent. Quoi, hein. C'est un super joueur et l'argent, il le méritait. Quoi. Parce que les budgets, en fait, c'est les fédérations qui peuvent donner éventuellement de l'argent au club. Non. Non, la fédération ne donne aucun argent au club. Mais quel club que ce soit. D'accord. Hein, par contre, la fédération en prend. Eh oui, parce que pour les licences, hein, après, bon, je vais parler commission de basket. Vous avez les frais d'arbitrage, voilà quoi. Hein, donc, le club est tenu à payer les arbitres et c'est extrêmement cher. Hein, bon, les licences. Oui, j'ai vu dans le livre, pour un match,
Il faut 3 arbitres, c'est ça ? Ouais, 3 arbitres. Pour tous les matchs ou c'est des matchs Non, c'est tous les matchs. Comme en valide, maintenant, ils mettent 3 arbitres, même dans le handi-basket. D'accord. Donc, ça revient très cher, quoi. Et puis, le handi-basket n'a pas les sponsors comme en valide, quoi. Donc, ça veut dire qu'un club, pour vivre, c'est essentiellement les communes qui... Et les petits sponsors qui sont à côté. Et les petits sponsors, quoi. Les entreprises privées, Ouais, mais bon, c'est très difficile. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est hyper difficile. C'est vraiment un monde que je connaissais pas du tout. Et je trouve, une injustice de plus que je constate dans le monde du handicap, quoi. Mais je dirais pas que c'est une injustice. Je vais simplement dire que c'est de la faute des médias. Oui. Si on n'a pas les médias, si on n'a pas, que ce soit la télé, les journaux, les radios, tout ça, ça intéresse personne, quoi. Voilà, ça intéresse personne. Alors, on ne peut pas faire de pub parce que la grande entreprise, oui, on parle comment de vous ? Voilà. Tandis que vous avez regardé au tennis, au football, au rugby, vous avez ça passe à la télé, vous avez les pubs qui passent, et voilà. Donc c'est l'avantage que a le sport valide, quoi. Oui, plus c'est médiatisé, plus il y a d'argent après en jeu. Tout simplement, c'est parce qu'on n'est pas suffisamment médiatisé. Qu'on n'attire pas les sponsors, quoi. Et je trouve ça tout à fait logique. Moi, si j'avais une entreprise, oui, je préférais donner un peu plus d'argent à Bordeaux-Bègles, qui font de la pub, qui est suivi par des milliers de personnes, que le handi-basket. Le handi-basket, on a organisé les Coupes d'Europe, il y avait 50 personnes dans la salle, quoi. Ouais. Et en faisant des affiches, de la pub, tout ça. Et est-ce que vous trouvez qu'en 40 ans, ça a quand même évolué ? Que ce soit la médiatisation, Ouais, non, ça n'a pas bougé ? Non, ça... Au niveau des Paralympiques, on en parle un peu plus. Voilà, j'attends de voir au mois de juillet. On attend tous de voir comment ça se passe. Parce que si c'est pour repasser à 2h du matin des extraits des Paralympiques, ça n'aura pas bougé, quoi. Mais bon. Et c'est vrai que vu qu'on est en France, et que c'est en France, j'ai bon espoir qu'ils médiatisent quand même un peu plus que si c'était à l'autre bout du monde. J'espère pour les participants. Ah ouais, j'espère de tout cœur. Quand on voit l'investissement, et puis pour le coup, par exemple, récemment, j'ai découvert le rugby fauteuil. En fait... Avec Riyad Riyad, c'est un joueur ? Ouais, Riyad Salem, qui est de Paris, de Cap-Sahara. Non, moi j'ai été au Stade Toulousain, du coup. Ah ouais. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Jonathan Hiverna, le capitaine. Voilà. Ah, vous le connaissez ? Ah ouais, Jonathan. Tu le connais, du coup ? Je le connais bien, Jonathan Hiverna. C'est un super joueur de rugby. Et voilà, et j'étais hyper impressionnée par cette discipline. Et finalement, j'ai oublié handicap ou pas handicap. En fait, je me suis dit, c'est un autre sport. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir, non. Mais c'est pas du tout pareil que le rugby. Enfin, il y a quelques similitudes, mais c'est complètement un autre sport. Mais j'ai ressenti quand même toutes les émotions du sport. En plus, c'est hyper. Il y a des chocs et tout, hyper physique. Je trouve ça joli. On se prend au jeu très rapidement, et donc je comprends pas qu'on soit pas plus de spectateurs. Et bon, voilà, c'est à nouveau. En plus, les Français sont bien classés au rugby, fauteuil. Oui. Donc. Moi, je croise les doigts. Pour les JO. Moi aussi. Mais c'est dommage, s'il manque de moyens, c'est dommage, quoi. Que le basket se qualifie, parce qu'ils vont avoir un tour de qualification là, à Antibes dans peu de temps pour pouvoir accéder aux Paralympiques. Ouais, parce que là, il y a l'IWBF qui a réduit de 12 équipes aux Paralympiques à 8. Et donc, la France, normalement, était qualifiée parce qu'elle avait fini 5e des championnats d'Europe et la 5e place était qualificative. Malheureusement, comme l'IWBF a réduit les équipes... Et ils ont justifié ça comment ? Je sais pas. Parce qu'il y a d'autres Jeux paralympiques où il y avait 12 équipes, par exemple ? Ou c'est tout le temps 8 ? Avant, c'était toujours 12. Ah oui. Et donc, je sais pas pourquoi ils ont réduit ça... à 8, j'en sais rien. Pour que ça dure moins longtemps. Que ça coûte moins cher. Donc ça coûte moins cher. Mais en attendant, les Français, ils sont plus qualifiés. Du coup, ils sont limites, quoi. Et ils sont obligés de passer par un tour qualificatif. Et ça va se jouer sur un match, enfin, comment on appelle ça ? Un championnat ? Un mini-championnat, ouais. Un mini-championnat. Et en plus,
vous avez l'équipe féminine non plus qui n'est pas qualifiée. Alors, avant, l'organisateur des Paralympiques, leur équipe était automatiquement qualifiée. Hein. Là, c'est la France qui organise, ça va faire bien. Hein. Ah, tiens, il n'y a pas le basket au niveau France. Ça va faire con, quoi, parce que on a une bonne équipe, quoi. On a des bons joueurs, on a des joueurs méritants. Hein, et puis, moi, je souhaite de tout cœur qu'ils puissent se qualifier. Hein. Ça serait dommage, quoi. Et ça s'est déjà fait que quand un pays accueille les Jeux, les équipes soient d'office qualifiées aux Jeux? Parce que c'est vrai que ça paraît bizarre de ne pas participer aux Jeux qui sont dans notre propre pays, quoi. Normalement, il y a l'organisateur qui est qualifié d'office et normalement le champion olympique. Des Jeux d'avant? Ouais, des Jeux d'avant. D'accord. Donc, oui, ça se passe comme ça. Après, il y a des qualifications au niveau européen. Hein, et après, il y a dans différents secteurs. Hein, il y a l'Europe, après, il y a l'Asie, il y a les Amériques. Donc, il y a des qualifications dans ces pays-là, quoi. J'aimerais revenir sur des petites anecdotes. Et j'aimerais te demander quel est ton meilleur souvenir sportif et pourquoi? Mon meilleur souvenir, ça restera quand même le titre de champion olympique. À Soc-Mondeville, hein, c'est normal, quoi. La première médaille d'or aux Paralympiques, c'est quand même assez important, quoi. Et du coup, ça, c'était en quelle année? 84. Et c'était vers le début de ta carrière, du coup? Quand est-ce que ça a commencé? Oui, c'était tout au début, parce que normalement, j'aurais dû faire partie des championnats d'Europe à Falun, en Suède. C'était en 82, et tous les handicaps n'étaient pas admis. Et comme j'avais un handicap un peu spécial, les amputés non plus n'avaient pas le droit. Hein. Et donc en 83, tous les handicaps ont été autorisés, ainsi que les amputés. Donc j'ai fait mes premiers championnats du monde en 83 à Halifax. D'accord, et après tout s'est enchaîné. Et du coup, tu as commencé ta carrière par le top, Graal, quoi. Ah ouais, j'ai commencé par le plus haut, quoi, les championnats du monde. Hein, ensuite, l'année d'après, je faisais les Paralympiques en 84, qui n'ont pas pu se dérouler à Los Angeles par rapport à la place des fauteuils. Donc, ils ont organisé les Paralympiques de basket à Stoke-Mandeville, c'est en Angleterre. Oui, et de mémoire, c'est là où les premiers Jeux paralympiques ont eu lieu, il me semble. Exactement. Historiquement. Ouais, exactement. Quel est ton pire souvenir sportif? L'Australie. Ça restera l'Australie parce que y a un joueur australien qui m'est rentré dedans, tout ça, quoi. Hein, peut-être que j'avais fait la faute. Hein, donc, l'arbitre siffle la faute. Hein, et sa petite roue était coincée dans mon fauteuil. Donc, je me suis penché. Lui, c'était un joueur assez handicapé. Hein. Je me suis penché pour retirer la roue, pour le décoincer. Et ce joueur a fait exprès de se pencher en arrière. Donc, pour me faire avoir une plus grosse faute. Mais l'arbitre a très bien vu qu'il avait simulé tout ça. Et c'est lui qui a pris la faute. Et après, je me suis fait huer il y avait quoi, 30 000 personnes. Je me suis fait huer à chaque fois que j'avais un ballon, j'ai perdu tous mes moyens. Et c'est pour ça que le public est très important. Ah ouais? Ah ouais, mais j'ai vraiment perdu tous mes moyens. T'étais pas préparé à ça, en fait. Mais je m'y attendais vraiment pas, quoi. Hein. Oui. Et puis, dès que j'ai eu le premier ballon après cette histoire, quoi, c'est les coups de sifflet, j'ai été hué et tout ça. Et j'étais plus dans le match. Je suis sorti carrément de mon match. Et l'entraîneur l'a très bien vu, m'a fait sortir. Et Jean-Paul Soriano a très bien fait. Ouais, on n'imagine pas la force du mental sur... C'est incroyable. Et pourtant, j'ai un mental d'acier, quoi. Mais là, c'était une compétition importante. Et puis, il y a des petites anecdotes aussi, des mauvais souvenirs. Ok. On en a déjà un petit peu parlé, mais à quelques mois des Jeux paralympiques de 2024, si tu devais donner 2-3 conseils aux athlètes handisport, ça serait quoi? Travailler. Travailler énormément pour garder le niveau. Ne jamais relâcher la pression. Parce que
un entraînement en moins, c'est des heures et des heures de travail perdues, quoi. Ah oui, carrément. Ah ouais, de toute façon, il faut pour conserver un niveau et puis avoir une hygiène de vie impeccable, quoi. C'est sûr que si on fait la fête le soir, hein, et qu'on picole et qu'on fume, tout ça, c'est pas très, très approprié au sport de haut niveau. Ok. Et d'autres petits tips pour se préparer, justement, peut-être se mettre dans une bulle? Alors moi, j'avais, quand je faisais, même en championnat, j'avais une manie, c'était de rester dans le vestiaire tout seul, hein, et me concentrer pendant une dizaine de minutes, hein, par rapport à ce match. J'arrivais toujours avant. Hein, j'étais toujours là avant. Bon, en équipe de France, c'était beaucoup plus difficile parce qu'il fallait qu'on se déplace ensemble en équipe, mais j'arrivais à... les entraîneurs vont le découvrir. Hein. Je faisais exprès d'aller aux toilettes et je me concentrais dans les toilettes, quoi. Parce que je voulais avoir mon moment à moi seul, quoi. Et tu te disais quoi dans ces moments-là? Tu visualisais le match, tu disais je vais marquer voilà, non, il va falloir que je fasse ça, il faut pas que je fasse ça, faut pas que je m'énerve, faut pas que je râle sur les arbitres. Hein. Ah oui, c'était plus des petites consignes. Ah ouais, c'était surtout des consignes, mais bon, il y a des choses que j'arrivais pas à tenir, quoi, hein, comme sur les arbitres en championnat, c'était catastrophique, quoi. Ah ouais, si j'avais passé moins de temps à critiquer les arbitres ou à parler avec les arbitres, j'aurais été encore plus fort, quoi. Ouais, malheureusement, mais c'était mon caractère comme ça. Et je tenais à dire tout particulièrement un grand merci à Céline Villard. Oui. Et oui, c'est une arbitre internationale handisport. Et c'est la seule qui est qualifiée pour les prochains Paralympiques. Hein. La seule femme? La seule femme pas française. Pas la seule arbitre? Non, la seule française. D'accord. Hein, il n'y a aucun autre arbitre français qui est qualifié pour les Paralympiques. Et à Toulouse, en Coupe de France, je lui ai vendu mon livre. Et je lui ai dit, tiens, je parle un peu des arbitres et je m'excuse auprès des arbitres de mon comportement. Et elle m'a répondu quelque chose qui m'a énormément fait plaisir. Elle m'a dit, mais tu sais, si on n'avait pas des joueurs comme toi, hein, à briefer, à faire attention, l'arbitrage serait beaucoup trop facile pour nous. Oui, ce qui est intéressant, c'est de faire respecter les règles et qu'il y ait des gens qui se révoltent un peu parfois. Et elle m'a fait, ça m'a fait plaisir qu'elle dise ça parce que j'ai eu l'impression que j'ai participé au bon fonctionnement de certains arbitres. Voilà. Oui, parce que tu ressentais carrément, tu culpabilisais, tu avais vraiment des gros regrets. Ouais, au niveau des arbitres, j'ai pas toujours été sympa au niveau des arbitres. Mais tu penses pas qu'ils ont compris? Parce qu'en fait, quand on est dans le jeu, quand on met ses tripes, quand on met tout son investissement, c'est normal de réagir un peu fortement parfois, non? Il y en a qui l'ont compris. Hein, je vais citer le cas de Gérard Blanchet. Bon... paix à son âme, je garderai toujours des bons souvenirs de Gérard Blanchet et de Jean-Michel Héroard. Ce sont deux arbitres qui ont toujours eu l'honnêteté de dire oui, je me suis trompé, mais à coup de pas. Et j'en ai un autre que j'aime bien aussi, c'est Shamsir. Cham, c'est un arbitre qui arbitre en ce moment, quoi. Hein, et je l'aime bien comme arbitre parce que il a un franc-parler. Voilà, ce qu'il a envie de dire, il le dit. Et moi, envers les arbitres, c'était ça. Ce que la plupart des joueurs pensaient dans les vestiaires au niveau des arbitres, moi, je ne pouvais pas en parler dans le vestiaire. J'en parlais directement aux arbitres. J'avais un franc-parler. Mais pendant le match ou après? Pendant le match et même après, quoi. Ouais. J'étais exécrable là-dessus, quoi. Et puis en plus, une fois que le match était sifflé, c'était fini, quoi. Il fallait plus en parler. Par contre, quand un arbitre avait bien arbitré, je me gênais pas pour aller lui dire. Voilà. C'est quoi bien arbitrer? Arbitrer dans la logique, quoi. Est-ce que c'était aller dans ton sens? Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. C'est arbitrer dans la logique, laisser jouer un peu, quoi, et pas fabuler pour. Vous savez, quand on fabule pour un collant qui est pas mis sur l'alliance. C'est quoi ça? Que quand on a une alliance, on est obligé de mettre un collant. Voilà. Alors, j'ai expliqué aux arbitres,
je leur disais à chaque fois, vous croyez que le collant va empêcher le mal? Si vous recevez un ballon sur le bout du doigt, le doigt, il va y avoir une entorse, le doigt va gonfler, et même avec le collant, ça fera rien du tout, quoi. Oui. Voilà. Bon, là, on a du mal à comprendre des règles Mais qui voilà, paraissent moi je suis un peu... du mal avec l'autorité. Et voilà, un peu, mais l'autorité correcte, oui, mais anormale, non. C'est comme tout au début, il fallait mettre un send-off, un élastique au pied, pour pas que les paraplégiques ne sentent pas les pieds. Donc quand il y a des chocs, le pied s'en aille. Pour pas que le pied s'en aille. Donc ils avaient imposé ça à tous les joueurs. Moi, j'ai essayé de déroger ça, quoi. Je suis allé voir mon médecin. Comme j'avais une cicatrice à la cheville, j'ai demandé qu'il me fasse un certificat médical. D'interdiction. Voilà, d'interdiction de sangle au niveau de la cicatrice. Voilà. Et puis moi, je ne l'avais pas parce que je trouvais ça stupide, quoi. Et je trouvais ça beaucoup plus dangereux pour nous. Parce que si on devait tomber, les pieds étaient attachés, on pouvait se faire mal. Oui, c'est vrai. Mais bon, Du bon sens. Ah mais voilà, Mais c'est vrai que des fois, il y a des règles. Oui, en effet, elle a raison, cet arbitre. Il y a des règles, en fait, il y a besoin de les confronter à la pratique et que les joueurs ouvrent un peu leur bouche pour dire, là, cette règle, elle peut pas s'adapter à tout le monde, en fait. Ouais, alors, mais... Pour que ça évolue, quoi. Merci Céline de m'avoir dit ça, parce que, voilà, il n'y a pas beaucoup d'arbitres qui ont osé dire ça, quoi. Est-ce que tu comptes te déplacer pour assister à quelques matchs, que ce soit de handi-basket ou d'une autre discipline aux Jeux paralympiques ? J'aimerais bien, mais bon, les difficultés d'hébergement là-bas, et il faut avoir un pass, et pour avoir un pass, il faut avoir les moyens. Et moi, j'ai pas trop les moyens. Les Jeux paralympiques, il me semble que c'est un peu moins cher que les Jeux olympiques. C'est cher quand même. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est cher quand même, quoi. Moi, j'aimerais bien. Hein. Moi, j'avais pensé à... Et tu peux pas être invité ? par la fédération. Je sais pas, non. Je pense pas, non. Et mais il y a c'est quoi ? Il y a les portes, si ça s'appelle porte-drapeau ou le porte-drapeau, relais de la flamme et tout ça. Ouais, T'as pas candidaté pour ça ? Il y a Olivier Crétel qui m'en avait parlé, qui passait à Lille, tout ça. Mais je suis pas vraiment intéressé par ça, quoi. Porter le drapeau. Mais participer. Bon, s'il n'y avait pas le budget, l'organisation, assister moi, bien, au match. Ouais, j'aimerais bien. C'est normal, quoi. Ça ferait mes 6e paralympiques. C'est vrai. Non, mais ça serait bien. J'y suis toujours allé en tant qu'athlète et y aller en tant que spectateur. Moi, j'aimerais, quoi. J'aimerais, mentirait celui qui dit non, ça m'intéresse pas, oui. Non, ça m'intéresserait. Et puis en plus, j'avais pensé avec l'éditeur, essayer d'avoir un stand et présenter mon livre devant tous les athlètes en e-sport. Il y a même des Espagnols qui m'ont acheté le livre. Hein. Oui, bon, c'est pas encore trop tard pour l'organisation, on ne sait jamais. On lance une bouteille à la mer, peut-être. Alors, si vous m'invitez, j'accours tout de suite. Hein. Et est-ce que tu as l'occasion là en ce moment d'assister à des matchs d'handi-basket ou Oui. Alors de temps en temps, je vais voir Blanquefort. D'ailleurs, le 23 mars, par rapport à mon livre, il y a une journée qui est organisée et ils ont invité Blanquefort contre Lannion, un match de championnat. Et ensuite, il y a un match de valide à 20h, un National 3, je crois. D'accord. Et est-ce que tu arrives à tenir ta langue quand tu es spectateur par rapport à l'arbitrage ou alors, tu as appris quelque chose. Hein. Non. Non, mais je me dis que quand on a été... ça doit être difficile de se taire. Je suis allé l'année dernière voir Bordeaux jouer. Je me suis mis sur le banc. Et puis, j'ai pas pu faire autrement. J'ai ouvert ma grande gueule. Et donc, je peux même te le montrer. J'ai là le rapport. J'ai eu un rapport avec la fédération. Hein. Ah oui, mais t'en parles, non, dans le livre ? Ouais. Ah bon, c'est pas une fierté du coup ça. Mais non, si. Moi, je suis content d'avoir dit ce que j'ai dit, hein, parce que bon, les arbitres avaient été nuls, quoi. Comme je signale, il y a un arbitre qui était malade, qui arrêtait pas de tousser, qui avait un masque et pendant l'arbitrage, il a enlevé son masque, il toussait, il mettait la main devant la bouche, il prenait le ballon, il le donnait aux joueurs. Puis j'ai appris après qu'il avait le Covid, quoi.
Donc, je suis désolé, le règlement est fait pour tout le monde, quoi. On interdit les joueurs qui sont atteints du Covid de ne pas jouer. Donc, je pense que les arbitres, c'était pareil. En plus, je ne les ai même pas vus s'échauffer. Vous avez un arbitre qui parlait pendant le match, tout le match, en anglais, quoi. C'est un championnat français, quoi. Et il y a un moment, j'aurais Mais il y a dit... peut-être du mal à trouver des arbitres, non ? Pour le handisport. Ouais, c'est possible. Je vais pas m'amuser à critiquer la fédération parce que la fédération fait le maximum, quoi. J'ai critiqué énormément la fédération, mais je me suis aperçu que la fédération n'est pas trop aidée par des sponsors, tout ça. Donc elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a, quoi. Donc je m'en suis rendu compte maintenant. Mais c'est en vieillissant. En prenant du recul. On se bonifie. Oui, on se bonifie avec le temps comme le Comme bon le vin. vin. Ouais, voilà, c'est ça. Et comment c'est l'ambiance de Jeux paralympiques ? J'imagine que c'est une atmosphère un peu particulière ou finalement ça ressemble à toutes les autres compétitions ? Non, ça ressemble pas du tout aux autres compétitions. Parce qu'on est... Oui, bon, les championnats du monde aussi, mais on est mélangé à plein de... Mais même les championnats du monde, c'est encore un monde à part. Ah oui ? Les Paralympiques, c'est... Je souhaite à tous sportifs, que ce soit handi ou valide, de pouvoir participer à des Jeux olympiques ou des Jeux paralympiques. Parce que c'est extraordinaire. Vous avez différents pays, je ne sais pas, une cinquantaine de pays différents, quoi. Et c'est l'échange des maillots, l'échange des survêtements, c'est la convivialité avec les autres pays, tout ça. C'est super génial, quoi. On fait des rencontres et on garde des amis. Moi, j'ai des amis australiens, canadiens, japonais, où on se contacte encore, quoi. Donc, c'est hyper intéressant, quoi. Oui, c'est un moment où finalement, tout le monde garde ses souvenirs pour toute sa vie et donc ça rapproche énormément. Ouais. Tandis qu'une Coupe du Monde, vous avez 12 pays, c'est 12 équipes, quoi. Et c'est uniquement du basket. Voilà, nous, on voit que du basket. L'organisation de la Coupe du Monde de basket, c'est que du basket. Tandis que les Jeux paralympiques, c'est tous les sports, quoi. Il y a tous les sports, quoi. Et est-ce que c'est les Jeux paralympiques que tu as préféré ? C'est celui où, du coup, tu as peut-être gagné la médaille d'or ? Non. Mais au niveau de l'ambiance C'était Barcelone. Ah ouais ? Ah ouais. Pourquoi ? C'était super bien organisé. Et ce que j'ai aimé, c'est que tous les pays, il y avait un grand hangar et il y avait les repas de tous les pays. C'est-à-dire, il y avait la cuisine. La cuisine du pays. Ils avaient fait l'effort. Ah ouais, mais c'était vraiment génial, quoi. Donc, c'est ton meilleur souvenir parce que c'était le buffet. Non, il n'y a pas que ça. Okay. Là, tu vois, t'es médisante, quand même. Non, il y avait une salle de jeu aussi, où il y avait des jeux, tout ça. Puis c'était super bien organisé, quoi. Que ce soit pour aller les transports de bus. L'accueil, c'était en grande pompe, quoi. L'accueil, le transport pour aller dans les gymnases, tout ça. C'était génial. Et puis, de toute façon, c'est mon meilleur souvenir. J'ai une anecdote. Bon, après, Stock-Mondeville, c'était un grand dortoir. J'avais l'habitude. On avait déjà fait les Coupes d'Europe, là. Et donc, c'était un grand dortoir. Toute l'équipe dormait là. Je prenais le bus le matin. J'allais chercher le déjeuner pour toute l'équipe. Je m'étais procuré avec le mécano une cafetière. Et comme ça, l'équipe n'était pas obligée de se lever pour aller prendre le bus, pour aller manger. Parce qu'il fallait prendre le bus pour aller manger. Oui, donc c'était pas très bien organisé. C'est pas que c'était pas non, mais c'est qu'il manque organisé. De moyens, quoi. Voilà, il manquait de moyens. Pour pouvoir se concentrer pour se concentrer que sur la compétition, voilà, c'est bien exactement. D'être confortable aussi bien pour la nuit que pour les repas. Après, il y a eu Sydney. Ça a été bien aussi, mais c'était pas comparable à Barcelone. Il y a eu Athènes, c'était pas comparable à Barcelone. Moi, mon meilleur souvenir, c'est Barcelone. Donc, pour bien organiser des jeux, ce qui est important, c'est la bouffe, le transport et l'hébergement. C'est ça ? L'accueil. L'accueil aussi, l'hospitalité ? L'hospitalité, en plus, moi en Espagne, je suis assez connu. Et... tu t'es senti une star, quoi. Accueilli comme une... Le public était un peu pour moi, quoi. Ah ouais, donc là, c'était les heures de gloire. Ah ouais, moi j'ai adoré. Voilà, il y a pour tout, pour tout. Après, il y a eu la Corée aussi. La Corée, c'était bien organisé.
Oui, à mon avis, ça doit être très réglo. Ah ouais. En plus, là-bas, nos lits étaient faits quand on rentrait le soir. On avait des petits cadeaux sous les oreillers. Mais c'est toujours pas comparable à Barcelone. Ok, le petit coup de cœur pour Barcelone. Ah ouais, j'ai vraiment le petit coup de cœur pour Barcelone, quoi. Donc ton livre qui s'appelle En roue libre, des cités ouvrières du Nord à l'or paralympique, en collaboration avec Olivier Crétel et aux éditions Taz, enfin Taz Éditions. Taz Éditions, ouais. Il est sorti en décembre 2023, donc il n'y a pas très très longtemps. Comment ont réagi tes proches ? Est-ce que déjà, il y en a qui l'ont lu ? Alors déjà, ou aucun l'a lu ? Déjà, tu devrais me demander comment j'ai réagi quand je l'ai lu. Oui, vas-y. Alors, je refais tout. Voilà. Comment t'as réagi quand t'as... Parce qu'en fait, t'as lu tout à la fin et t'avais pas lu des chapitres ou des petit à petit ? Les témoignages, j'avais pas lu. Hein. Ah oui, ça c'est touchant. Et j'avais raconté mon histoire. Mais Olivier a sublimé mes récits. C'est vrai qu'il écrit très très bien. Ah ouais. Et c'est ma fille qui a reçu les 9 premiers exemplaires qui m'étaient dus. C'était pour montrer aux gens tout ça. Ma fille s'en est accaparée d'un, bien sûr. Ma fille Cassandra. Et elle l'a lu. Et elle m'a envoyé un grand texto que j'ai gardé en disant « Papa, je m'excuse pour tout. » Tu vois, je suis hyper... je m'excuse pour tout. Ça a permis de dire des choses, quoi. Je suis un peu ému, là. Ça a permis de mieux comprendre son papa, en fait. Exactement. Et ma grande fille aussi. Ma grande fille, elle a adoré le livre aussi. Mais moi, quand je l'ai lu, ma fille Cassandra s'était arrangée avec l'éditeur pour me filmer quand je lisais le livre. Et c'est passé sur YouTube, ça. Oui, je l'ai vu, la vidéo. Et je ne fais pas de manière. J'ai dû arrêter de lire parce que j'étais effondré. Tout le long de la lecture ? Non, surtout les premiers chapitres, quoi. Puis après, sur l'enfance. Sur l'enfance, tout ça, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais voulu raconter. Et le fait de le lire... C'est touchant, oui. C'est énormément touchant. Et c'est pour ça que je fais beaucoup d'écoles, d'hôpitaux, tout ça, pour montrer que malgré tous les déboires qui peuvent nous arriver, malgré le handicap, tout ça, on peut réussir à s'en sortir. Et ça, c'est mon premier des messages. Oui. Voilà. Et ce livre, je ne l'ai pas fait dans le but de gagner de l'argent. D'ailleurs, tous les bénéfices vont à la fondation Vendeur Augustine. Oui, déjà, de faire un livre sur sa vie, c'est un bel objet, quoi. Puis en plus de pouvoir le partager, de délivrer un message d'espoir et de force et de résilience, c'est encore mieux, quoi. Mon frère Olivier était fier de moi, ainsi que mes neveux. M'ont envoyé des messages, j'ai reçu des messages. Des messages d'amour. Mais ça a été très, très touchant, très, très émotif, quoi. À chaque fois que je lisais les messages, il fallait que je sois dans un coin. Et quand j'ai reçu le livre, j'ai ma fille qui était dans la chambre. Et je parlais tout seul. J'étais sur le canapé, là. Et je disais, tu vois, papa, ton fils, il a eu des titres, il a eu un travail, il a eu des enfants. Et regarde, l'apothéose, il a fait un livre. Et puis je regardais en l'air. Ma fille, elle sort, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais pour Mais j'étais tellement fier, quoi. J'aurais voulu que mon père soit vivant pour voir tout ce que j'ai réussi à faire, quoi. Ma mère, elle le savait. Elle savait que je m'en sortirais. Elle avait confiance. Ouais. Mais mon père... Mais là, il y avait une revanche à prendre. C'était une grande... Mais je pense que c'est un peu grâce à mon père je me suis forgé ce caractère, quoi. C'est beau de dire ça, parce que, bon, il faut lire le livre pour découvrir un peu l'histoire. Mais... a priori, il a été quand même apporté beaucoup de souffrance, mais finalement, c'est ça qui a donné la force. Donné cette force. Voilà. Plus j'y pense. Et cette envie de prouver des choses, en fait. Exactement, c'est sûr. Mais j'ai un copain du basket, je vais citer son nom parce qu'il m'a dit « t'as même pas cité mon nom dans mon livre ». Eh bien, Fred Guyot, je cite ton nom là maintenant. Quand il m'a appelé, il m'a dit « mais... parce qu'on avait l'habitude de déconner sur de tels sujets, quoi, sur les sévices, tout ça. Bon.
Et il m'a dit, mais pourquoi tu nous l'as pas dit, tout ça, on aurait arrêté de déconner avec ça. Parce que lui, quoi. c'est un ami d'enfance. C'est un joueur de basket qui a fait partie de l'équipe de France et que j'ai joué avec, moi. D'accord, mais vous vous Voilà. connaissiez depuis très longtemps? Ah oui, je le connais depuis très longtemps. hein. Ah oui, mais donc, oh, pardon, j'ai coupé. Du coup, il Ouais. disait mais pourquoi Ouais, tu nous pourquoi en as je pas lui avais- parlé? Alors, je lui ai simplement répondu, j'ai dit, écoute, tu sais, j'en ai pas parlé à ma famille, c'est pas pour dévoiler tout à l'équipe de France, quoi. J'en ai jamais parlé à Oui, et puis, personne. mais vous avez des temps pour vous parler de ce genre de choses, de vos traumatismes et de vos choses comme ça. Enfin, j'imagine que quand vous retrouvez en équipe. On aurait eu le temps. Oui. on Ah aurait ben eu le oui, temps. Mais moi, je voulais pas en parler. J'étais bloqué là-dessus. Je voulais tout garder pour moi. Même ma mère, mon père, mes frères, personne ne le savait, quoi. Mes sœurs, il y a personne qui le savait. Même mes amis aux alentours, j'en ai jamais parlé. Hein, le premier qui l'a su, c'est Olivier Crétel. C'est le seul qui l'a appris, le premier. Et après coup, comment tu te sens d'avoir Ça m'a justement soulagé. libéré toutes ces choses? Ah, ça m'a soulagé. Je dis, j'ai eu Ça l'impression. t'a libéré d'un poids? Ah ouais, ça m'a libéré. Je me suis senti mieux. Je me rapproche plus de mes enfants. Hein, parce que bon, j'étais pas trop câlin avec mes enfants, quoi, tu vois. Ah oui, ça a vraiment libéré beaucoup Ah de ouais, choses, ça quoi. m'a. D'abord, je remercie Olivier. Il a été mon psychologue. Hein. Ah ouais, non, mais c'est fou. Hein. Mais ça m'a pas libéré de suite, le fait d'en parler. Ça m'a soulagé quand j'ai lu le livre. J'ai dit, putain, ça y est, pardon du gros mot, j'ai réussi à le dire, j'ai réussi à raconter mon histoire, et j'espère que beaucoup de monde vont lire cette histoire, quoi, pour, s'il leur arrive le même genre de truc, mais qu'ils en parlent, il ne faut pas le garder, parce que je me suis pourri la vie en gardant ça pendant 53 ans. Ah, ça Ouais, m'a- tu penses que ouais, que ça a j'ai- beaucoup impacté ouais, ouais. tes relations et ta vie. Ouais, énormément. Beaucoup de colère peut-être aussi. J'avais une que colère intérieure. J'ai même eu des moments où j'ai détesté les femmes, quoi. Tu Ah oui, vois, carrément. ouais, carrément, ouais, parce que c'était des femmes qui m'avaient fait ça. Donc, je me suis dit, merde, c'est ça les femmes, quoi. Voilà, ben, en étant jeune, quoi. Et voilà, mais j'adore les femmes, quoi. Bon, ah oui, ouais, je me rendais pas compte en lisant le livre à quel point ça si, peut si. impacter. Si, ça m'a énormément impacté. Ok, bon, ben merci Olivier d'avoir ouais. libéré la parole sur ce sujet. Ça a été, ça m'a fait beaucoup de bien. On arrive aux questions de la fin. C'est toujours les mêmes que je pose à tous mes invités, mais elles sont toutes aussi intéressantes. Donc la première question à la fin, c'est est-ce que tu as, bon, on a beaucoup parlé de ton livre, mais est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une musique dont tu as envie de nous parler? Ouais, le film Ghost, la musique du film de Ghost. Ah, le film ou la musique? Ou les deux? Les deux. Ok. J'ai adoré. D'ailleurs, c'est la musique que j'ai mis au mariage avec Aurélie. Et j'ai même mis Nabucco. Oui. Je sais pas si tu connais. Non, mais j'ai lu l'anecdote dans le livre. Ouais, le curé ne voulait pas parce que c'était une musique nationaliste. Et je voulais absolument mettre ça parce que c'était la musique de ma mère. Hein, elle adorait ça. Donc je voulais absolument que ma mère soit représentée pendant mon mariage. Et le film, je l'ai vu avec Aurélie. Et elle a toujours aimé, quoi. Et puis, je l'ai encore regardé il y a 15 jours, quoi. J'adore l'histoire. L'histoire, elle est fantastique, quoi. Et ça montre l'amour qu'un couple peut avoir, quoi. C'est ça que... Ah, mais je suis très sentimental, moi. Ouais, ok, j'irai voir. Je ne sais pas si je l'ai déjà vu. Enfin, je connais ce film, mais je ne sais plus si je l'ai déjà vu ou pas. Ah, ben, je te le conseille. Hein. Oui, je vais faire ça. Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien? Non, je pense pas. J'y ai jamais pensé, quoi. Il n'y a pas une phrase que tu te répètes ou qui t'a marqué, qu'on t'a... Courage. Courage. Voilà, t'en fais pas, ça va aller. Garde ton courage. Ouais, c'est ce qui me... Ouais, autrement, je me suis jamais... Je suis le genre de mec mais qui s'en fait pas, quoi. Quand je vivais avec Marilyn, on n'avait pas beaucoup d'argent, les fins de mois étaient très durs, hein, on avait des trucs à payer. Mon ex-femme, Marilyn, s'inquiétait pour tout, quoi. Voilà, non.
Je m'inquiétais pas, quoi. Je suis pas le genre à m'inquiéter, quoi. La vie, elle est comme ça, on a un tracé, mais tout peut s'arranger, quoi. Tout peut se réparer, quoi. Donc, c'est pour ça, je suis le genre de mec qui s'inquiète jamais, quoi. Je m'inquiète jamais. C'est pour ça que pendant les compétitions, je n'ai jamais eu de pression, quoi. À part l'Australie, quoi. C'est pas pareil, quoi. Mais j'ai jamais eu de pression, quoi. Je vais faire une compétition, je faisais les matchs, je jouais à la pétanque, j'ai aucune pression, quoi. Je sais pas, c'est en moi, c'est né en moi, ça. Ouais, mais c'est une belle philosophie. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder? Mais Cassandra, Benjamin, Alexandra, papa vous aime. Merci de ne pas me faire pleurer avant la fin de... Bon, du coup, question suivante, c'est de quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Mais je crois que la réponse est la même. Mes enfants et ma petite fille. Et qu'est-ce que tu as envie que l'on retienne de ton témoignage? Bah tout. Ok. Tout, l'amour qu'on peut porter à ses enfants. Hein, quand je vois qu'il y a des parents qui battent leurs enfants ou on est obligé de les placer. Hein, moi, bon, j'ai jamais levé... Si, c'est mentir. J'ai levé la main une fois sur Alexandra. Parce que, bon, pour un devoir de maths, hein, je l'ai frappé sur sa fesse. Malheureusement, j'ai beaucoup de force et elle a fait un bond d'1,50 m. Elle est allée claquer sa tête sur le radiateur. Et de ce jour-là, j'ai dit je ne frapperai plus jamais mes enfants. Donc je n'ai jamais plus frappé mes enfants. Et bon, voilà, je suis un peu dur avec mes enfants, mais j'essaie de leur faire comprendre qu'il y a des choses de la vie où on est obligé, il y a des règles à respecter. Hein, comme de débarrasser sa chambre, nettoyer un peu sa chambre, hein, faire un peu la vaisselle, aider son père. Tu vois, j'essaye, nous, c'était obligé chez nous. Hein. Il fallait pas qu'on laisse le couteau dans le beurre ou la cuillère dans la confiture, autrement on en prenait une, quoi, tu vois. Ah, Ouais, c'était à la dure, quoi. Ouais, c'était Mais à la dure. j'imagine que quand on a une éducation à la dure, c'est pas facile de changer Ouais, les façons de voir les choses aussi. Tu sais, les enfants de maintenant, c'est plus pareil, quoi. C'est Ah oui, c'est très dur à éduquer, quoi. Moi, je vois mes enfants, ça me rend triste, quoi. Hein. J'ai ma fille Cassandra, elle vient avec son copain. Je le vois juste rentrer et ils vivent dans leur chambre, quoi. Ils sont dans leur chambre sans arrêt. Mon fils. Ils ont quel âge là, tes ma fille plus petits Cassandra enfants? elle a 21 ans et Benjamin a 18 ans. Alexandra a 36 ans. Ouais. Hein, mais Benjamin, il rentre du boulot, il prend sa douche, hop, dans sa chambre, je le vois plus, quoi. Si, pour manger, quoi. Voilà, c'est pas. Moi, je sais pas cette vie-là que j'ai vécue, quoi. Moi, j'étais jamais enfermé dans ma chambre, quoi. Hein. Oui, Ah, puis en plus, avec de toute une façon, j'avais pas le fratrie temps, de moi. 7 enfants, Bah, il y a de toute façon, toujours... j'avais pas le temps, j'étais jamais là, moi. Ou dans les hôpitaux, dans les sanatoriums, après, pour apprendre mon métier, j'étais jamais là. Hein. Donc voilà, il fallait que je fasse. Je me démerde, et je me suis toujours démerdé. Tout ce que j'ai ici, je le dois à mes bras. Hein, je n'ai pas de merci à dire à personne. Voilà. Très bien, c'est dit. Et c'est pour ça que moi, j'ai des copains hein, qui me disent, mais si tu veux, on va venir te donner un coup de main pour ça. Non, je préfère. Là, je suis en train d'enlever toutes mes haies, là. Mais je le fais tout seul. Je fais un petit peu, mais là, la maison, je la retape moi-même, petit peu à petit peu, mais je le ferai tout seul. Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter du coup pour l'avenir? J'aimerais bien rencontrer. J'aime une femme, mais malheureusement, elle vit très loin. Hein, elle vit à Madagascar. Et ça fait maintenant 3 ans hein, qu'on contacte, qu'on s'appelle en visio, qu'on se parle. 3 ans? Ouais, ça fait 3 ans et j'ai pas les moyens d'y aller, quoi. Ça coûte trop cher. Je me suis renseigné pour aller là-bas. L'avion, c'est 2000 €, quoi. Faut faire une cagnotte, hein? Ouais, mais j'ai arrêté de fumer. Hein, ça fait 6 mois. Non, mais une cagnotte participative. Ah, tu crois que ça Faut marcherait? demander aux copains. Tu crois que ça marcherait? Et donc arrêter de fumer pour faire des économies pour... Ouais, moi, pour faire des économies, je dirais plutôt pour avoir une vie plus décente à la retraite, quoi. Parce qu'à la retraite, on gagne beaucoup moins, quoi. Donc, ben, oui, je fais pas d'extra, moi, je vais pas au restaurant, je m'habille pas chez Nike, des baskets, ben, si je peux les avoir à 30 balles, je me les achète. Hein, j'ai pas tu vois, tu regardes autour de chez moi, de moi là, j'ai pas des trucs de valeur, quoi.
Bon, déjà, j'ai pas les moyens, puis j'ai pas envie, quoi. Voilà, j'ai pas envie de mettre le peu d'argent que j'ai dans des conneries comme ça, quoi. Hein. Et elle peut pas venir, du coup? C'est pareil, j'imagine, dans son cas? Alors, mais ouais, parce qu'en plus, elle vit dans une maison avec sa mère. Ils ont 2 pièces. Ils ont 5 sœurs et 2 frères. Et ils vivent tous dans les mêmes pièces. La douche, c'est un cabanon avec un plancher qui sert de douche avec des gobelets. Il y a un coin où il y a un trou, ça sert pour uriner. Voilà. C'est vraiment. Et puis bon, le salaire de base là-bas est de 32 € par mois, quoi. Alors j'aimerais bien parce que ouais, c'est vrai que je suis amoureux d'elle. Rien que par le fait de parler, tu vois. Elle me dit des choses. Et en plus, c'est une fille qui m'a jamais rien demandé, quoi. Elle m'a jamais Une fois, je lui ai dit, tiens, pour ton anniversaire, j'ai envie de t'envoyer un peu d'argent. Elle a dit, non, je suis pas là pour ton argent. Elle a dit, tu veux me faire plaisir? Envoie-moi un colis avec des médicaments. Alors, j'ai envoyé un colis avec des médicaments, tu vois. Mais bon, des médicaments, je les ai gratuitement. Tu vois, c'est des cachets pour la tête, des pommades pour les brûlures, tout ça. Bon, c'est rien, quoi. Mais jamais elle m'a demandé de l'argent, quoi. Jamais. Et moi, j'en ai connu d'autres où la première des choses, tu m'achètes un téléphone. Non, non. Oh, ouais, et elle, non, ça fait 3 ans. Voilà. Puis bon, je garde un très bon contact avec elle. Bon, c'est tout ce que je te souhaite. Alors, un voyage à Madagascar. Ah ouais. Merci beaucoup, Philippe Baye, d'avoir répondu à toutes mes questions à ce point avec le cœur. J'ai vraiment passé un bon moment. Ah écoute, moi, j'ai passé un agréable moment avec toi aussi. Et ça me fait énormément plaisir que des gens s'intéressent à des sportifs, des anciens sportifs de haut niveau, en e-sport en plus, hein, où il n'y a pas de sujet tabou. C'est bien, je trouve ça super bien, quoi. Et on remercie Olivier de nous avoir mis en relation. Ah ouais, merci Olivier. On va pas trop lui en dire non plus, hein, parce que oui, il va être trop content. Il va avoir les chevilles il va avoir les chevilles qui vont gonfler après. En plus, il me nargue souvent, alors je peux le narguer un petit peu. Ouais. En tout cas, c'est une belle amitié que vous avez. Ouais. C'est fou la vie, hein, les rencontres. Tu sais que j'ai son gamin qui m'a fait un dessin. Hein, mais je garde tous les dessins des enfants les enfants me font des dessins. Je garde tout. Je peux te les montrer, ils sont là. Hein, je jette rien du tout, quoi. On va aller voir ça alors. Ah ouais. Moi, je suis les gosses. Et comme je te dis, moi, j'adore voir le sourire des gens. Tu vois, j'ai un copain il m'a envoyé un message sur WhatsApp en me demandant de débarrasser sa maison et ses garages parce qu'il vendait sa maison. Et j'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que je fais avec tous les meubles qu'il y a dedans, tout ça? Il me dit, t'en fais ce que tu veux. Donc, j'aurais pu me perdre de l'argent, hein, mais j'ai offert ça à des familles. Et quand tu vois le sourire des enfants qui ont eu une télé, qui ont eu un frigo, la maman, qui a eu des meubles, un canapé, c'est la plus grande richesse. Pour moi, le sourire des gens. C'est pour ça que mes trophées, tu verras pas de trophées chez moi. Oui. J'ai pas de trophée, j'ai tout offert à des enfants, tout ça. Et quand je vois le sourire des enfants, quand on leur fait ce cadeau, ça vaut largement tout l'or du monde, quoi. Oui, je pense que c'est ce que je vais retenir, c'est ta grande générosité. Ouais, ça a toujours été comme ça. Mais merci maman, c'est maman qui m'a appris ça. Hein, ma mère était généreuse avec tout le monde, elle donnait à tout le monde. Elle aurait donné sa chemise. Elle serait retrouvée nue pour habiller les autres, quoi. J'ai conservé cette ligne de ma mère, quoi. Bon, c'est très émouvant. Bon, on va aller voir les dessins et manger cette spécialité. Ouais. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Philippe pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour en savoir un peu plus sur le livre de Philippe, En roue libre. Une dernière chose, si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ou en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode.